Une attaque du Hamas d'une ampleur inédite ce week-end en Israël. Plus de 1100 morts des deux côtés, en majorité israéliens. Au moins 260 jeunes festivaliers ont été tués samedi matin par des militants du Hamas. D'autres ont été enlevés. Les familles attendent encore d'avoir des nouvelles de leurs enfants. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelques heures après l'attaque du Hamas en Israël, aucune déclaration commune n'a été trouvée. C'est avec des moyens dérisoires que les Afghans tentent de retrouver des survivants après un séisme sans précédent qui a fait 2000 morts déjà. Au Luxembourg, la coalition du Premier ministre Xavier Bettel n'a pas survécu aux élections législatives. Les chrétiens démocrates l'ont emporté et devraient tenter de former une alliance. Des dizaines de milliers de soldats israéliens poursuivent leur déploiement dans les régions désertiques près de la bande de Gaza pour tenter d'en reprendre le contrôle face aux combattants du Hamas. Dans le sud d'Israël, 100 000 réservistes sont massés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de détruire le groupe palestinien et a laissé entendre que les forces du pays passeront bientôt à l'offensive. Durant ce week-end, au moins 700 civils et soldats israéliens ont été tués et environ 100 pris en otage. La question est de savoir comment les libérer. Les membres du Hamas ont surpris les renseignements israéliens en attaquant par la mer, la terre et les airs, comme cette rave partie dans le désert où 260 jeunes ont été tués, d'autres kidnappés. Les brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir déclenché cette opération et tiré plus de 5000 roquettes vers Israël pour mettre fin aux crimes de l'occupation. Israël occupe depuis 1967 la Cisjordanie, un territoire palestinien, et la partie orientale de Jérusalem, et impose un blocus à Gaza depuis 2007, un territoire également occupé. Plus de 1100 morts des deux côtés et plus de 4500 blessés. Israël a riposté en bombardant la bande de Gaza, faisant notamment 19 morts dans une même famille palestinienne dans un camp de réfugiés de Gaza. C'est une tragédie au cœur de la tragédie. Au moins 260 personnes ont été tuées alors qu'elles tentaient de s'échapper d'un festival de musique électronique à proximité de la bande de Gaza. Des militants du Hamas ont débarqué un peu après 6 heures du matin alors que les jeunes festivaliers étaient toujours en train de danser. Ils ont tiré au hasard et pris en otage un nombre indéterminé d'entre eux qui ont ensuite été ramenés dans l'enclave. עם הפנים לרצפה, עם הפנים אחת לשנייה, תחזיקו את הידיים אחת לשנייה, לא לנשום אפילו, לעצור את הנשימה. זה לא היה קל, זה היה משהו כמו 30 דקות הייתי איתם בטלפון. And she was talking to me and said, Mommy, help us, we don't know what to do. And I'm on the phone with her and I'm saying, Mommy, we love you, it's okay. We're trying to find a way to take you out of there. We are sending people and I know I'm lying because I don't have answers and we didn't have any answers. Nobody had. 48 heures après l'attaque, les familles sans nouvelles de leurs enfants n'ont plus beaucoup d'espoir. L'identification de toutes les victimes pourrait prendre plusieurs jours. Quelques heures après l'attaque du Hamas en Israël, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence et à huis clos. Les États-Unis avaient appelé tous les membres du Conseil à condamner fermement les actes du Hamas, mais au final, aucune déclaration commune n'a été trouvée. The situation is still fluid and very dangerous, and we're working hard, as I know other countries in the region are, to try to prevent this conflict from spreading. Obviously, our thoughts are with all civilians that are hurt, but what we need to focus on is this ongoing terrorist violence being committed by Hamas. Au même moment, des manifestants pro-palestiniens étaient rassemblés devant la Maison-Blanche. Le président américain a promis le soutien total au gouvernement israélien. Le premier paquet d'aide militaire comprenant des munitions devrait arriver dans les prochains jours, alors que le porte-avions USS Gerald Ford, le plus gros navire de guerre du monde, est en train de faire route vers la Méditerranée orientale. Dans plusieurs pays européens, les images glaçantes de civils pris en otage par des militants palestiniens ont suscité l'émoi. À Berlin, par exemple, des centaines de personnes se sont réunies en hommage aux victimes israéliennes.
A l'inverse, en Jordanie, des manifestants pro-palestiniens étaient rassemblés à Amman. Ils demandent aux pays arabes de cesser les négociations de normalisation avec Israël. Un appel qui vise tout particulièrement l'Arabie saoudite, tentée depuis plusieurs mois par un rapprochement avec Tel Aviv. C'est avec des moyens dérisoires que les Afghans tentent de retrouver des survivants après le séisme de samedi qui a frappé l'ouest de l'Afghanistan. Dans ce pays déjà en proie à une grave crise humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans, cette catastrophe prend des proportions tragiques. Plus de 2000 morts et selon les autorités, le bilan devrait s'alourdir au fur et à mesure des recherches. Ce séisme est décrit comme sans précédent. Plus de 1300 habitations ont été détruites par le séisme de magnitude 6,3 qui a été suivi par 8 fortes répliques dans la région de Herat. De l'aide commençait à arriver dans la zone du séisme, de l'eau, de la nourriture, des tentes et des cercueils. La plupart des maisons rurales du pays sont constituées de briques de terre séchées au soleil et de poteaux de support en bois. Plusieurs générations vivent généralement sous le même toit. Des catastrophes comme le séisme de samedi peuvent alors dévaster les communautés locales. La guerre en Ukraine a placé la centrale nucléaire de Zaporijjia sous les projecteurs de la communauté internationale. Elle est actuellement sous le contrôle des forces russes et l'Agence internationale de l'énergie atomique veille à sa sécurité et à ce qu'elle ne soit pas exploitée à des fins militaires. The IAEA is under the Russian authority operating at a nuclear power plant. And they need permission. And if they would be critical, most likely they would be kicked out. So the question, and that's a bit our conclusion, who is controlling who here? Is it the IAEA controlling the Russian occupation, or is it the Russian occupants controlling the IAEA? The asset of the IAEA being there, they are at the same time observers, and they are people who can convey the findings to the outside world in a real time. They can interview the people, they can talk to the people, they can talk to the management, they can talk to various places. Yes, they have some restrictions in the movements, they cannot be everywhere, but it's 10 times better than some satellite imagery which doesn't see what happens under the roof. À l'origine de ces accusations, un rapport de McKinsey Intelligence qui a découvert des preuves d'activité militaire au sein du site. What we have seen is evidence of the Russians using the ground to the south of the power plant to launch artillery strikes against Ukrainian positions. What that's basically doing is, because the plant is in that way, they're launching over it, and it prevents the Ukrainians from launching what we call counter-battery fires. The heavy weapons, the artillery systems, we've seen, or we've had reports that these are being based not within the plant itself, but within the areas of habitation to the south of the plant. Malgré son importance stratégique et le fait qu'elle ait déjà été bombardée, les spécialistes affirment qu'il n'y a aucune raison de redouter un accident nucléaire. Сама станция реактора, они очень хорошо защищены. Вот. Их практически пробить невозможно. Но уж, конечно, если сильно постараться, то возможно все, но в принципе у них исключительно хорошая защита. Я бы так сказал, что наиболее рискованным таким фактором является тот бассейн, в котором хранится отработавшее топливо. Вот этот бассейн, конечно, не защищен. Но в случае, скажем, попадания туда снаряда или даже нескольких, ну да, какое-то заражение будет, но оно будет на очень небольшой территории. Au Luxembourg, le gouvernement de coalition tripartite, dirigé par le Premier ministre libéral Xavier Bettel, est sur le point de s'effondrer, les mauvais résultats des Verts ayant précipité sa chute. Les libéraux ont certes progressé à 18,7%, tout comme les socialistes, mais les écologistes ont chuté de près de 7 points, tombant à 8,5%.
Au total, l'Alliance perd 2 mandats et n'est plus créditée que de 29 sièges, soit moins de la moitié des 60 que compte la Chambre des députés. Comme il y a 5 ans, les sociaux-chrétiens sont arrivés en tête avec 29% des voix. Avec 21 sièges, le mouvement dirigé par l'ancien ministre des Finances, Luc Friben, semble en position de force. Reste à savoir s'il s'alliera avec les libéraux de Xavier Bettel ou le Parti socialiste. Malgré sa bonne santé économique, les experts pointent du doigt le risque d'un creusement des inégalités au Luxembourg, notamment dans l'accès au logement, l'un des problèmes criants du pays où l'offre restreinte a conduit à une envolée des prix. Ce n'était pas tout à fait l'accueil chaleureux auquel les passagers du World Traveller s'attendaient quand ils sont rentrés dans le port breton de Douarnenez. Le luxueux navire a été accueilli par des huées et des cris de 80 militants écologistes. Ils protestaient contre ce bateau qui, comme d'autres, emmène les touristes voir les derniers manchots, les derniers icebergs. Les navires qu'on a ici, ils passent leur temps à faire des allers-retours entre l'Arctique et l'Antarctique. Donc du coup, voilà, c'est un peu en soutien à la faune polaire qui subit le changement climatique et toutes les conséquences de notre mode de vie dans cette société. Donc nous dénonçons tout simplement cette industrie qui n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin de cette industrie. Le World Traveller, d'une capacité de moins de 200 passagers, fait une croisière entre Dublin et Lisbonne, mais il doit naviguer dans l'océan austral en novembre pour une croisière en Antarctique.